On va désormais passer à une nouvelle table ronde. On va parler de l'eau, de la ressource en eau, avec deux intervenants, Guillaume Benoît et Salah Lamouchi, qui va venir nous parler de son expérience en Tunisie. Installez-vous, messieurs. Et cette table ronde est animée par Thibaut François. C'est tout bon? À vous de jouer, messieurs. C'est pour faire défiler les slides. Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle table ronde sur l'eau maintenant. On voit qu'en ce moment c'est une ressource qui est sujette à beaucoup de controverses. Je pense à la sécheresse des différents étés qui vient de passer, au débat sur les bassines qu'on a eu très récemment. Donc pour parler un petit peu de ce sujet, donc j'ai deux invités avec moi. Salah Lamouchi qui est agriculteur en Tunisie, qui va nous parler un petit peu de son expérience dans un pays qui est un petit peu plus sec que chez nous, et surtout de la politique autour de la ressource en eau qu'il y a chez lui, et sa vision d'agriculteur et ce qu'il fait pour améliorer sa situation. Et puis Guillaume Benoît, qui est membre de l'Académie de l'agriculture en France, qui va nous donner aussi un avis un petit peu plus extérieur, puisqu'il pourra nous parler de politique carrément internationale sur la ressource en eau, en faisant peut-être des points un petit peu plus spécialisés sur le bassin méditerranéen et aussi en France, et voire ailleurs si besoin. Voilà. Alors bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors moi je suis agriculteur dans le nord de la Tunisie et je vais vous parler de cette problématique de l'eau. Alors il faut faire attention parce que moi je suis venu en mars dans le sud de la France et j'ai vu des choses qui sont similaires à ce qui se passe chez nous en Tunisie. Donc ne croyez pas que le changement climatique est pour très longtemps, hein. Ça va vous arriver très vite, comme c'est arrivé chez nous. Alors, donc comme vous ne connaissez pas un tout petit peu la Tunisie, j'ai préféré faire je vais vous montrer quelques petits... donc j'appuie sur le truc vert. Normalement, ça... Ah si, non. Non, c'est... Donc je vais commencer. Donc nous en Tunisie, donc je suis tout à fait dans le nord de l'Afrique. Et pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand on est à 1700 mètres cubes par habitant et par an, on est en stress hydrique. Quand on est à 500 mètres cubes par habitant et par an, on est là vraiment c'est une grave situation qui est presque irrévocable. Nous, en Tunisie, on est en désastre hydrique, pas en stress. On est en désastre hydrique dans la mesure où on est à 380 mm par habitant et par an. Alors, voilà. Voilà un petit peu le tableau des pays qui nous entourent. On est un peu mieux que l'Algérie et beaucoup mieux que la Libye. Et comme je disais, donc on est en pénurie extrême d'eau. Alors, quelles sont les sources d'eau en Tunisie? Donc on voit un petit peu sur ce petit tableau qu'on est à 60%, ce sont des eaux souterraines, qu'elles soient profondes ou superficielles, et 35% heureusement d'eau superficielle. Et heureusement, les eaux superficielles sont renouvelables. Malheureusement, pour les eaux dessalées et pour le dessalement ou le traitement des eaux, là on est très en retard et je crois qu'on devrait faire beaucoup d'efforts là-dessus. Donc ça c'est la carte de la Tunisie, on voit qu'il y a le nord, le centre et le sud, et on voit que la majorité des eaux de surface sont dans le nord de la Tunisie et que la plus grosse partie des eaux souterraines se trouve dans le sud. Malheureusement, ces eaux ne sont pas renouvelables. C'est une grande nappe fossile qu'on partage avec l'Algérie et la Libye. Alors là, je dis on voit, enfin c'est les données là, qu'on reçoit à peu près 4,7 milliards de mètres cubes
par an et que elle est répartie en 55% en eau de surface et en 45% en nappe souterraine. Et heureusement que 56% de ces eaux proviennent des pluies. Donc c'est quelque chose de renouvelable. Heureusement. Mais c'est surtout dans le nord, pas dans le sud. Alors j'ai mis ce tableau-là, c'était uniquement pour vous dire que nous sommes en moyenne, actuellement, ça j'avais pris le 2-12, donc le 2 de ce mois. Entre-temps, il a plus de 10 mm et on est toujours au même stade. On est en moyenne à 29% de remplissage de nos barrages. Et cela est dû à deux faits essentiels. Et c'est pour ça que l'agriculture de conservation est vraiment primordiale chez nous. On devrait vraiment passer à l'agriculture de conservation, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas et loin de là. Donc, et cela est dû à deux faits essentiels qui sont, un, l'évaporation de l'eau, et deuxièmement, l'ensablement des barrages, qui j'expliquerai plus tard si vous voulez. Alors là, je parle des puits parce que dans le sud, actuellement, après la Révolution, c'est vraiment le laisser-aller, il y a beaucoup de laisser-aller, et on est en train de tellement pomper dans cette nappe phréatique que l'eau de mer est arrivée presque à la frontière algérienne. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour arrêter ces gens-là, parce que ça ne peut pas continuer. Alors là, j'ai pensé à ce qui se passait entre l'Égypte et l'Érythrée. Et là, on voit que 12% des eaux de surface proviennent d'Algérie. Parce que, comme vous savez, l'Atlas, ça commence au Maroc à 5000 mètres d'altitude et ça finit en Tunisie. Donc la majorité on a un seul gros fleuve, si vous voulez. Un gros fleuve, c'est un petit ruisseau par rapport à la France. Il vient de l'Algérie. Et comme ils sont en dessous de nous, s'ils décidaient un jour de garder leur eau, on serait encore dans de beaux draps. Alors là, on voit que 80% de l'eau va à l'irrigation. Il faut dire qu'en Tunisie, on a 10 millions d'hectares parcours tout confondu. L'agriculture, réellement, c'est entre, allez, disons, 4,5 millions d'hectares. Ces 80% d'eau vont à 410 000 hectares. Et ces 410 000 hectares ne génèrent qu'en valeur un tiers de la production agricole. Donc il faut absolument qu'on arrête cette histoire-là et que cette eau-là, au lieu d'aller dans les zones marginales où il fait 50 degrés de température en été, qu'on fasse de l'irrigation raisonnée, si vous voulez, dans les zones qui sont plus aptes à accepter cette eau-là et à donner du rendement. Alors, il y a eu une stratégie, l'État a fait une stratégie de l'eau pour la Tunisie 2050, et moi j'ai pris pour moi c'était essentiel. Donc on voit quelque chose qu'on connaissait, mais qu'on ne savait pas que c'était de cet ordre-là, qu'il y avait une très très forte variabilité d'une année à une autre sur les précipitations, puisque ça va de 1 à 8. Vous voyez, les années sèches, on est à 11 000 millions de mètres, c'est des milliards de mètres cubes. Hein. On est à 11 000, c'est ça, je crois que c'est des, non, c'est des milliards de mètres cubes, je pense. C'est 11 000 millions, donc 11 milliards. C'est des milliers de millions. 11 milliards de... Oui, parce que moi, je suis agriculteur, hein, je ne connais pas les grands chiffres. Je suis pas... Donc, c'est 11 milliards, et là, tout le monde va se coucher. Ou bien c'est 90 milliards, et là, l'État doit absolument trouver des solutions pour envoyer cette eau, les eaux des crues, les envoyer dans la nappe. Donc, ils sont en train de trouver des solutions. Je ne sais pas comment on va partir. Mais le fait essentiel, c'est que uniquement un septième de cette eau est collectée dans les barrages. Un septième. Donc, les 6 septièmes partent. Et ces eaux-là, on les retrouve dans l'eau verte. Parce que regardez, on a 23 milliards de mètres cubes par rapport aux 36 milliards. Moi, les milliards, ça me... Donc, c'est 23 par rapport à 36. Donc, c'est énorme. Et cette eau verte, il n'y a que l'agriculture de conservation qui peut trouver une solution à ces deux problèmes, et l'eau bleue et l'eau verte. Pourquoi? Parce que comme l'eau bleue, comme je vous ai dit, le problème, c'est l'évaporation et la sédimentation des barrages. Si on demandait aux agriculteurs, par exemple, dans les sols versants, dans les sols, donc,
comment on appelle ça, les sols qui... c'est ça, les sols versants. Les bassins versants. Les bassins versants, voilà. Si dans les bassins versants, je ne peux pas dire forcer les agriculteurs, mais au moins inciter les agriculteurs à ne pas faire de labour, parce que vous savez, moi par exemple, au mois de septembre, j'ai eu 140 mm en une heure. Hein. Donc quand les gens ont labouré, alors les routes n'en passent plus, c'est infernal, il faut 3 jours pour pouvoir se déplacer. Donc vous parlez des rivières, là c'est marrant, nous c'est l'eau, c'est les nappes, les barrages, tout devient marrant, les routes, tout, mais c'est extraordinaire comme évasion. D'ailleurs, on perd, à cause de ça, je crois, de l'ordre de 25 millions de mètres cubes par an, à cause de l'ensablement en Tunisie. C'est énorme. Donc si on passait au semi-direct, regardez ce qu'on pourrait gagner. Et pour l'eau verte, donc le semi-direct avec les couverts végétaux, avec l'augmentation de la matière organique, M. Sartou, vous avez dit ce matin qu'on pouvait gagner 1,6, je crois. Oui, en fait, non. On peut significativement améliorer la réserve utile des sols. Oui, parce que nous, il y a une étude, je ne sais pas si c'est une étude, je me rappelle qu'on avait dit que pour 1 tonne de matière organique en plus, on pouvait stocker 17 000 litres d'eau dans les nappes. Je ne sais pas si ça peut vous... Parce que, ça peut être plus que ça si on améliore la porosité biologique du sol. Voilà, c'est déjà énorme. Donc regardez, c'est pour nous une des solutions à cette problématique de l'eau, c'est l'agriculture de conservation. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Malheureusement, on ne regarde pas du bon côté, hein, à part quelques agriculteurs. Alors là, c'était uniquement pour dire que, du point de vue eau virtuelle, qu'on exportait pour le 1/3 de nos importations. Bon, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Du point de vue monnaie, argent, si vous voulez, on perd. Mais là, on gagne en eau virtuelle, puisqu'on importe de l'eau virtuelle. Donc, et c'était pour parler un petit peu de ce que je vais dire plus tard, et qu'on importait en céréales 20% du total des importations. Alors, il y a une étude aussi qui a été faite en 2030. Et là, on a dit qu'en 2030, si l'augmentation de la population et je ne vais pas parler du premier cas parce que ça, c'est pas viable. Les gens, au fur du temps, ils aspirent à manger mieux, etc., etc. Donc, on va parler du deuxième cas. Que l'augmentation du niveau de vie, le fait que les gens consomment de la viande, notre indice de dépendance, c'est-à-dire tout l'eau virtuelle qu'on importe, serait de 51%, ce qui est vraiment insoutenable. Mais que si l'agriculture pluviale améliore de 25%, ce qui est possible chez nous, parce que nous sommes, vous savez, le rendement moyen en Tunisie, allez, je suis gentil avec tout le monde, on est peut-être 15-16 quintaux à l'hectare. Grosso modo, bien sûr, il y a des gens qui font beaucoup plus et il y a des gens qui font beaucoup moins. Donc 25%, c'est réalisable. Si on augmentait de 25% la productivité agricole, on retomberait à l'indice de dépendance de 2004. Ce qui signifierait que nous, on donnerait la possibilité à la science, on lui donnerait 18 ans pour pouvoir nous trouver des solutions. Parce que de 2004 à maintenant, c'est 2022. Donc en 18 ans, vous imaginez ce que la science peut faire. Et là aussi, l'État doit intervenir pour que les gens mangent du poisson, par exemple. La Méditerranée est très très grande, on a beaucoup de rivières et de lacs, et je pense qu'on n'a pas le choix. Alors en conclusion, je dis que l'agriculture pluviale est de loin le plus important mobilisateur, comme je viens de démontrer, qu'il fallait s'orienter, elle doit bénéficier bien sûr, elle doit bénéficier parce que le problème chez nous en Tunisie, c'est que
les agriculteurs sont au devant de la scène. C'est-à-dire que nous, on expérimente des choses, on trouve des choses, et on demande aux scientifiques de nous expliquer. Et malheureusement, eux n'ont pas appris ça à l'université. Donc c'est très compliqué. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de créer, chez nous à la PAD, c'est de créer une sorte de petits groupes avec une institution, un ou deux chercheurs et des agriculteurs. Alors les agriculteurs font des expérimentations, on essaie de trouver, on découvre certaines choses, on essaie d'expliquer ça scientifiquement, on essaie de voir si on peut aller plus loin et on essaie de diffuser. C'est comme ça qu'on fonctionne plus ou moins. Alors, comme je dis tout à l'heure, s'orienter vers des irrigations d'appoint dans les zones favorables et surtout l'adoption d'une agriculture résiliente qui n'est autre que l'agriculture de conservation. Et merci pour votre attention. J'aurai sans doute d'autres questions après pour vous, mais on va demander à monsieur Guillaume Benoît de nous donner un petit peu son point de vue sur le sujet, puisque vous êtes aussi un petit peu expert de tous ces sujets-là. Bonjour à tous. Alors moi aussi j'ai préparé un petit diaporama, ça fait plaisir de revenir à la PAD. Voilà. Et alors je suis à l'Académie d'agriculture, je travaille aussi pour le Partenariat français pour l'eau, qui est une plateforme des acteurs français pour l'eau et qui a l'influence sur le gouvernement et qui essaie d'avoir un plaidoyer mondial sur les questions d'eau. Et il y a un groupe sur l'agriculture que je préside, voilà, qui s'appelle Eau, Sol, Agroécologie, Sécurité alimentaire. Puis je travaille aussi sur les questions méditerranéennes depuis longtemps. Alors je vais d'abord dire 2 diapositives sur le cadrage international par rapport au développement durable. D'abord, la question climatique. J'ai commencé à lire le dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est assez intéressant. Que le premier impact risque cité sur les systèmes humains, c'est la double insécurité hydrique et alimentaire. Donc les questions d'eau et d'alimentation, on commence enfin à les relier correctement. Et que les réponses d'adaptation, c'est la gestion de l'eau au sein des fermes. Évidemment, l'agriculture de conservation, elle change la manière de gérer l'eau. Le stockage de l'eau, l'humidité des sols, la conservation de l'humidité des sols, l'irrigation. Et les régions les plus à risque, c'est la Méditerranée, nord et sud, et c'est l'Afrique, notamment, et les petites îles. Donc, vous voyez, on parle beaucoup de ces questions-là dans le rapport du GIEC. On parle aussi des questions de lutte contre la dérive climatique, et notamment de tout ce qui est lié aux terres. Vous voyez, la partie haute, grand A, c'est le graphe de gauche, c'est tout ce qui est la transition énergétique. Mais la partie que j'ai appelée B, c'est tout ce qui est relatif aux terres. Et vous voyez que c'est aussi important, la gestion du vivant, que la transition énergétique en termes d'atténuation, de lutte contre la dérive climatique, quasiment aussi important. Et le B1, c'est la séquestration du carbone par l'agriculture. Et vous voyez la taille du bâton, la B1, elle est très importante en réalité. Donc ces questions dont on parle pour le climat sont essentielles à la fois en termes d'adaptation, mais aussi de lutte contre la dérive climatique. Et B2, c'est réduction de la déforestation. En France, depuis un siècle, on a regagné presque autant de forêts, on a presque doublé la surface forestière parce que l'agriculture a progressé. Donc si on est capable de faire une intensification intelligente de l'agriculture, une éco-intensification à l'échelle mondiale, vous pouvez avoir un effet très important sur le climat. L'autre chose, c'est qu'en 2015, il y a eu la COP21 sur le climat, mais il y a eu aussi l'adoption au niveau mondial de tous les pays du monde de l'agenda 2030 et de ces 17 objectifs de développement durable. Il se trouve que le premier, c'est pas de pauvreté, le deuxième, c'est l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Et dans cet objectif de développement durable, il y a 2 cibles. La cible qui concerne l'agriculture, la première, c'est la cible 2.3, qui est de doubler la productivité et les revenus de la petite agriculture. C'est pour l'enjeu des pays en développement. Chez nous, il faudrait éviter de perdre de la productivité et des revenus, surtout. Et puis la cible 2.4, qui est très importante, qui sont des systèmes de production plus productifs, plus résilients aux sécheresses et aux inondations, qui préservent les écosystèmes, qui améliorent progressivement la qualité des sols et des terres. Donc vous voyez qu'au niveau mondial,
L'objectif que tous les pays se sont fixés, c'est quand même une vision d'intensification de l'agriculture qui intègre pleinement les enjeux d'environnement, qu'ils soient climatiques, adaptation, atténuation, les sols, l'amélioration des sols et la biodiversité. Alors nous, au Partenariat français pour l'eau, on souligne le besoin de sortir des silos, parce que si on raisonne l'eau d'un côté, l'agriculture de l'autre, l'énergie d'un troisième, on est mal barré. Il faut relier les questions. Et notamment, on souligne le besoin de gérer ensemble les questions de sol, d'eau, d'agriculture, de biodiversité et de climat. C'est les 4 ODD, 2, 6, 13 et 15. Et au cœur de ces 4 ODD, pour nous, la question des sols apparaît vitale, parce que sans sol vivant, vous n'avez pas de biodiversité, vous n'avez pas de production agricole, vous avez besoin d'eau parfois pour avoir des sols qui restent vivants et qui produisent des biens et des services. Et avec des sols vivants, vous pouvez faire l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Donc voilà, on pense que ça, c'est très important et ça situe, à mon avis, l'importance de l'agriculture de conservation des sols par rapport au débat international sur le développement durable. Alors, partie 2, je vais parler de l'agriculture de conservation des sols et de l'eau. Bon, ça, on l'a déjà... À droite, c'est des photos en Tunisie que M. Quillet Père m'avait confiées. Vous voyez ce que racontait notre ami tunisien, c'est l'importance de l'érosion. Et ça, c'est des pertes d'investissement énormes. C'est l'envasement des barrages à toute vitesse. Si on ne fait rien, tous les barrages seront comblés d'ici la fin du siècle dans ces pays-là. Et il n'y a pas d'autres sites pour en construire. Donc c'est des enjeux absolument cruciaux de conserver les sols. En France, ça, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous voyez qu'on a aussi des problèmes. Alors ça, c'est des photos chez Frédéric Thomas. Ce matin, Jean-Pierre Sartou en a montré. Vous voyez à quel point l'agriculture de conservation, quand elle est bien faite, elle permet de lutter contre l'excès d'eau, mais aussi contre les sécheresses. Donc elle répond à la cible 2.4 de l'agenda 2030 sur le développement durable. Et je passe à la suivante. Alors, on l'a dit ce matin, mais cette figure-là qui vient de chez Frédéric Thomas, elle résume bien l'enjeu de l'eau par rapport à l'agriculture de conservation des sols. C'est un changement de paradigme. Si le sol est couvert, vous réduisez la température jusqu'à 20 degrés, vous avez moins d'évaporation, donc vous avez moins de pertes. Parce que l'évaporation, c'est vraiment de la perte. Vous pouvez augmenter par contre la transpiration, c'est la production de biomasse. Vous pouvez réduire le ruissellement, l'érosion. On a vu l'importance de la gravité de ces problèmes d'érosion. Et donc on peut la réduire considérablement en agriculture de conservation, mais aussi l'infiltration, le drainage peuvent être améliorés. Donc c'est vraiment vraiment un changement très profond de la gestion de l'eau, la compréhension de la gestion de l'eau dans la ferme, à la parcelle. Et derrière, c'est une question importante. Frédéric Thomas dit, quel est le facteur limitant en Méditerranée? Quand à Aix-en-Provence, vous avez 600 mm de pluie par an. Mais ça souffre l'été. Mais est-ce que c'est le manque d'eau ou est-ce que c'est le manque de fertilité du sol? Si le sol était plus profond, plus fertile, l'eau, elle est là. Simplement, il faut être capable de la stocker. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une autre vision. Et si je parlais des plaines de l'Amérique du Nord, en Australie, il y a des exemples où on faisait de la jachère pour conserver l'eau, et aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était la bêtise. On plante des légumineuses et on a plus de production céréalière l'année d'après. Donc cette question de sol, par rapport à l'eau, est très importante, et elle n'a pas été bien comprise jusqu'à présent, notamment dans ces pays. Ça, c'est un schéma qui sort. Il y a une étude qui vient de sortir qui s'appelle Bagage, qui a été financée par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, BAG, c'est-à-dire Bassin à Dour-Garonne, et c'est sur l'agroécologie, qui a été faite par l'INRA, et qui montre les performances de l'agriculture de conservation du sol par rapport au système traditionnel avec travail du sol. Alors, il donne un chiffre sur le stockage de l'eau, la réserve utile, qui est plus 8 à plus 15%. Mais alors, si Frédéric Thomas, lui, multiplie par 5, là, il faut travailler plus sur le sujet, parce que moi, j'étais chez Frédéric Thomas, j'ai été extraordinairement étonné de la différence de sol entre une parcelle qu'il a travaillé en agriculture de conservation depuis 20 ans et une qu'il vient d'acheter. Parce que là, c'est pas du tout le même sol. Donc, je pense que c'est un point où la science doit travailler plus. Voilà. En tout cas, sur le sud-ouest, l'INRA a conclu un bénéfice de stockage de 8 à 15%.
avec des chiffres de carbone qui sont très importants. Ça peut être 1 tonne par hectare et par an, avec une possibilité de stockage peut-être de 50 années. Donc vous voyez que c'est des sommes importantes. Ça, c'est plus que du 4 pour 1000, je pense. Plutôt du 40 pour 1000 que du 4 pour 1000. Et alors, vous voyez au niveau de... La grande différence, c'est la porosité grâce à la vie biologique. Dans l'agriculture de conservation des sols, c'est la partie droite de la figure en bleu. Et c'est avec la profondeur du sol qui s'accroît avec le temps. Bon, ça, on l'a vu aussi. C'est qu'est-ce que devient la Terre quand on y met de l'eau? Il y a une stabilité structurelle extraordinaire dans l'agriculture de conservation par rapport au... Et alors donc, c'est beaucoup moins d'érosion, mais c'est aussi des fuites en nitrate inférieures. Dans l'étude bagage, on donne le chiffre de moins 30% pour le nitrate, mais c'est d'après un modèle, donc il faut se méfier de ces questions-là sur bassin versant. Et surtout, une très nette capacité d'infiltration, amélioration de la capacité d'infiltration. Alors, dans cette figure-là, on retrouve le truc d'avant. Ce qu'on voit, c'est que la circulation dans les systèmes d'agriculture de conservation, elle est verticale, grâce à la porosité, alors qu'elle est plus horizontale dans les systèmes labourés, et que l'INRA n'a pas hésité à mettre une remontée de nappe, puisqu'il y a plus d'infiltration, et il peut y avoir des remontées de nappe. Alors que de l'autre côté, dans les systèmes traditionnels, on a un problème d'anoxie, ce qui peut, évidemment, c'est un handicap important. Je termine sur la Méditerranée. À droite, c'est la même photo que la Tunisie, mais à droite, en haut, vous voyez une parcelle qui, pendant 3 ans, a été cultivée en agriculture de conservation. Et là, il y a une différence nette avec le bas de la photo qui est encore labouré. Donc, vous voyez, ça, c'est des questions vitales pour un pays comme la Tunisie. Et le Maroc, je parle du Maroc, parce que j'ai travaillé 5 ans au Maroc, donc c'est un pays que je connais assez bien. Ils ont une nouvelle stratégie agricole depuis 2020, sur les 10 ans qui viennent, et ils ont décidé de donner une grande priorité à l'agriculture de conservation des sols et à l'agroforesterie. L'objectif en agriculture de conservation des sols, c'est de passer de 30-40 000 aujourd'hui à 1 million d'hectares dans la décennie. Donc ça, c'est une grande ambition. Ils ont décidé ça parce que la recherche agronomique a montré que les gains de rendement pouvaient être notamment très élevés, puisqu'on pouvait avoir des plus 30%. Et dans les années sèches, ça je peux le constater, je peux le dire parce que je l'ai constaté, dans les années sèches, vous pouvez avoir des rendements de zéro. Dans les endroits où il y a moins de 400 mm de pluie, c'est zéro parfois. Alors que là, on a au moins 6 quintaux en agriculture de conservation. Et on peut avoir plus. Voilà. Alors donc, ils ont tout un plan qui met à disposition de matériel, formation. Mais il y a quand même des obstacles. Notre ami tunisien l'a dit ce matin, c'est la vaine pâture. Il faut repenser la relation entre l'agriculture et l'élevage dans ces régions du Maghreb. C'est un sujet très difficile, mais il faut le traiter. Et puis, il y a aussi, je pense, des outils de politique publique. Enfin, chez nous, quand on présente l'agriculture de conservation à nos amis du sud de la Méditerranée, ils disent pourquoi est-ce que la France n'aide pas plus l'agriculture de conservation? Avec des aides à la conversion, des paiements pour services environnementaux, ça accélérerait. Enfin, il y a des questions de formation, de dynamique de groupe, mais ça ne suffit pas. Avec des incitations, ça irait plus vite. Voilà. Alors maintenant, je parle sur la question politique publique, agriculture et eau, pour dire qu'en France, c'est un sujet très controversé, comme l'a dit notre ami. Et donc, il y a pas mal de disputes entre les gens du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Et puis, on a fini par réussir à faire une mission conjointe des ingénieurs généraux des 2 ministères, et ce qui s'appelait Changement climatique, eau et agriculture, quelle trajectoire 2050, et où on est tombé d'accord sur une recommandation principale qui était à la fois renforcer la ressource en eau quand c'est possible dans des bonnes conditions environnementales, mais également de changer de modèle agricole, et notamment de mettre les sols au cœur de la stratégie d'adaptation. L'agriculture de conservation est citée au moins 20 à 30 fois dans ce rapport-là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand même. Ça vous devrait conforter ce que vous essayez de faire depuis longtemps. Moi-même, quand j'étais jeune ingénieur, il y a 30 ans, j'ai aidé à l'agriculture de conservation à l'île de la Réunion. J'ai des gros problèmes d'érosion aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les politiques de l'eau, aujourd'hui, on commence à intégrer les enjeux de l'agriculture de conservation. Alors, je prends un exemple qui est sur le Midour.
un PTGE, c'est-à-dire un projet de territoire gestion de l'eau, parce que comme il y a tellement de controverses et de disputes en France, l'État a compris qu'il fallait travailler territoire local, puisqu'au niveau local, on peut arriver quand même à se mettre d'accord entre les acteurs de la société et donc à agir, à se mettre d'accord sur un projet de société. Alors le Midour, c'est intéressant, sur le sud-ouest, il y a un déficit en eau qu'on estime à 5 millions de mètres cubes dans cette petite région, et qui passerait à 10 millions en 2050. Alors que faire? Eh bien, ils ont, après avoir 3 ans de boulot, là, discussion entre eux, ils se sont mis d'accord sur un panier de solutions, qui est faire des techniques d'irrigation économe, ça tout le monde est d'accord, mais aussi transition agroécologique sur 25 000 hectares. Et derrière, c'est l'idée de l'agriculture de conservation, avec semis direct, couverts végétaux, interculture, non au faible travail du sol, plus de l'agroforesterie et ripisylve, également renforcer la ressource en eau par plus de stockage et réutilisation des eaux usées. Donc c'est intéressant de voir que dans la politique de l'eau, au moins au niveau local, dans des projets de territoire, aujourd'hui on intègre les bénéfices pour l'eau que peuvent permettre l'agriculture de conservation. Donc ça c'est quand même à nouveau, c'est important. Et je termine par cette dernière diapositive, que cet été, là, ce printemps, il a fait extrêmement sec, comme on l'a tous vécu. Ça, c'est Sud-Ouest, 9 décembre, donc c'est il y a 4 jours, en disant la sécheresse dans le Sud-Ouest, l'agence de l'eau à Dour-Garonne plaide pour une révolution agricole. Et le président Rousset, président du comité de bassin Dour-Garonne, a dit l'eau ne pourra plus être prélevée demain sans conditionnalité, et la conditionnalité sera l'agroécologie. Alors je voulais, pour conclure mon petit propos, vous remercier de votre attention et remercier spécialement l'APAD qui, quand je lui ai demandé d'organiser pour les ingénieurs généraux du ministère de l'Agriculture une visite sur le terrain, elle a fait très volontiers et très bien. Et puis également Frédéric Thomas et Jean-Claude et Anthony Quillet. Bon, du coup, c'est plutôt encourageant. Ce que vous nous dites, c'est que l'agriculture de conservation, c'est une réelle solution qui est évoquée par un petit peu toutes les politiques publiques. Moi, la question que je me posais un petit peu, c'était, donc on voit qu'en France, par les exemples de Monsieur Benoît ou par moi, ce que je viens au quotidien, dans les collines du Perche, tout le monde nous sollicite l'APAD pour justement mettre en place une bonne pratique agricole pour lutter contre l'érosion notamment. Puisque en Tunisie c'est un problème quand même qui a l'air assez majeur, comment c'est vécu sur les territoires? Est-ce qu'il y a des acteurs plutôt locaux, même si l'État n'a pas l'air d'être trop motivé à travailler sur le sujet, est-ce qu'il y a des acteurs locaux qui seraient prêts à travailler un petit peu plus? Comment les agriculteurs le perçoivent? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en route ou est-ce que ça reste vraiment anecdotique pour l'instant? Ça reste anecdotique en France, alors que dire? Bon, excusez-moi, hein, parce que quand on voit 2%, moi je suis vraiment étonné. Hein. Bon, ça reste anecdotique, mais nous, l'APAD, on essaye de motiver les gens, de les inviter pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais comme je vous dis, le problème, on a deux gros problèmes, c'est que 75% de nos agriculteurs ont peut-être 5 hectares, donc ils ne sont pas mécanisés. Donc que voulez-vous qu'on puisse faire de l'agriculture de conservation et surtout ils sont dans les... Parce qu'en Tunisie, ce qu'il faut savoir, et que vous ne savez pas, et que je vais vous dire tout de suite, c'est que le plus gros agriculteur, c'est l'État tunisien. Parce que l'État tunisien a récupéré toutes les terres de tous les colons qui étaient en France. Et les colons qui étaient en France n'avaient pas les plus mauvaises terres. Ils avaient les meilleures terres. C'est toutes les plaines. Et nous, les autochtones, c'était plutôt dans les montagnes. Vous voyez un petit peu notre agriculture, c'est un petit peu... C'est là où j'étais en Australie, c'est là où les Australiens ne font rien, hein, parce que là, eux, c'est juste de la plaine et le reste, c'est pour les animaux. Et nous c'est ça. Donc, en plus du fait que... c'est-à-dire que l'État a les meilleures terres, nous, on a les plus mauvaises, et c'est accidenté. Alors, c'est un facteur aggravant, si vous voulez, de l'érosion. Mais on a une érosion comme ça, c'est rien du tout. Il arrive parfois, pendant 2 ou 3 jours, on est bloqué, parce que la route
parce que la route, elle est, on peut plus passer. Il y a 5 cm ou 6 cm de boue. Et cette boue-là, c'est la partie supérieure, c'est les meilleures terres qui sont en train de partir. Et là, on fait des photos, on essaie de voir. Mais je ne sais pas, c'est comme ici, la mayonnaise ne prend pas. Honnêtement, je ne comprends pas, parce que chez nous, c'est vraiment vital. Et on voit, et chez nous, on voit vraiment les effets de l'agriculture de conservation. C'est soit quand c'est très très sec, comme vous dites, quand c'est zéro, nous on a quelque chose, ou quand c'est très mouillé, parce que nous, quand on peut passer, eux, ils peuvent pas passer, et eux, ils sont envahis par les mauvaises herbes, et il arrive souvent qu'ils fauchent les blés, parce qu'il n'y a plus rien. Et ça, ils le savent. Et je sais pas, c'est fou, je comprends pas. C'est comme chez vous, comme chez nous, mais je sais pas. Faut mettre des paysans peut-être à la tête de nos décideurs. Je ne comprends pas. Et du coup, Monsieur Benoît, au niveau du Maroc, puisque vous avez une autre expérience à ce sujet-là, qu'est-ce qui a fait que les politiques publiques se sont emparées du sujet et que maintenant ça devient un axe prioritaire de travail, la mise en place de l'agriculture de conservation? Alors, moi, quand j'étais au Maroc, c'était 2006 à fin 2010. Là. J'ai souvent plaidé pour l'agriculture de conservation, parce que quand j'étais jeune à l'île de la Réunion, il y a d'énormes problèmes d'érosion. On pouvait perdre 20 cm avec un cyclone. Les rendements baissaient, tout se retrouvait dans le lagon. Enfin, donc, je m'étais beaucoup intéressé à ces sujets et je savais que c'était intéressant. Mais à l'époque, c'était pas possible parce que culturellement, les gens ne pouvaient pas comprendre. Voilà. Or, il y avait déjà des chercheurs de l'INRA du Maroc qui, avec quelques agriculteurs, avaient des chiffres, les chiffres que j'ai montrés. Donc, il n'y avait pas d'écoute du terrain, de la recherche par le politique. Et puis ce qui a fait changer les choses, je pense que d'abord, il faut voir les choses d'une façon historique. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de politique agriculture au Maroc, ça a été le million d'hectares irrigués. Et puis à partir des années 2005, là, ils sont passés à grande échelle à l'irrigation localisée, plus économe en eau. Ils ont fait presque 1 million d'hectares aussi, 800 000 hectares, très, très vite. Et puis, ils se rendent compte quand même que la question des sols est importante. Et donc, la troisième phase, le million d'activités d'agriculture en semi-direct, c'est une troisième phase de politique. Et ça s'est passé aussi parce que je crois que l'Office chérifien des phosphates, qui est une entreprise très importante au Maroc, le phosphate, s'est lui-même intéressé au sujet et a beaucoup travaillé. Et donc, ça a dû, entre la recherche agronomique et quelques-uns comme moi qui disaient... parce que j'ai fait beaucoup de séminaires nord-sud de la Méditerranée, à chaque fois on parlait de l'agriculture de conservation, donc ça fait passer quand même quelques idées. Je le dis parce que quand, dans nos séminaires, on avait fait un séminaire avant la COP 21, en amont de la COP 21, et puis le Maroc a reçu l'année d'après, 2 ans après, la COP 22 à Marrakech. Et on avait fait un séminaire 1 an avant la COP de Marrakech avec des responsables du Maroc et des acteurs importants du Maroc. Et ils avaient dit, la chose la plus importante qui s'est passée à la COP21, c'est que les ministères de l'agriculture, les ministres de l'agriculture et de l'énergie se sont mobilisés, et pas seulement la technostructure, les gens du climat, la technostructure des Nations Unies, les gens de l'environnement. Et c'est là où on a lancé Cap pour 1000, vous savez, à la COP21. Et donc le Maroc, qui devait organiser à Marrakech la COP22, s'est dit, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Et ils ont lancé une initiative extrêmement importante qui s'appelle AAA, adaptation de l'agriculture africaine. Et je pense qu'on les a aidés beaucoup à ce que dans l'adaptation de l'agriculture africaine, il y ait 3 priorités, l'eau, les sols et les financements. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été invité, je fais partie du comité scientifique de cette initiative. Et donc, vous voyez, on sème des graines quand même. Mais je pense que l'implication de l'Office chérifien des phosphates a joué un rôle tout à fait important dans l'engagement. Simplement, comme les questions de relations agriculture-élevage vont être difficiles à résoudre, je ne sais pas quel va être le résultat. En tout cas, ils sont décidés à aller de l'avant et ça vaut la peine de suivre ce qui va se passer et d'appuyer si on peut. Enfin, parce que du coup, aujourd'hui, dans tout ce qui est bassin méditerranéen, l'eau, elle est dédiée uniquement à l'agriculture et pas forcément à l'élevage.
où, quand on parle, sur le premier diagramme là, il y avait 80%, si je me souviens bien, de l'eau qui était dédiée à l'agriculture. Et ces 80% là, c'est que dédié à la culture en tant que telle. Je pense qu'il y a aussi pour... C'est aussi pour les animaux, parce qu'on a 80%, il y a peut-être... je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand on... c'est aussi pour l'élevage, parce que l'élevage est aussi c'est important. Et du coup, là, cette année en France, on a vécu quand même les épisodes avec les bassines, et je pense que c'est pas fini. En Tunisie et en Maroc aussi peut-être, ça fonctionne pas mal sur les retenues, en tout cas pour les eaux pluviales. Il n'y a pas spécialement de soucis vis-à-vis du partage des ressources, où ça commence à devenir problématique aussi, entre l'agriculture et les autres activités. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, parce que souvent, il y a beaucoup de barrages collinaires qui sont en train de se faire. Donc, ce sont surtout des pays, je ne sais pas moi, comme l'Allemagne, comme la France, qui financent. Et vous savez, on a tellement mis de barrages de là qu'il ne reste plus grand-chose. C'est ça le problème chez nous, c'est qu'il ne reste plus tellement d'endroits où on pourrait faire ça. Mais pour l'instant, à part l'envasement, je n'ai pas entendu qu'il y avait des problèmes. Non, pour l'instant, ça se passe bien. Au Maroc, il y a des problèmes, hein. Il y a plus d'eau qu'en Tunisie, il y a beaucoup moins de revenus collinaires, et il y a plus de monde. Mais il y a des problèmes parce que, notamment entre des grands investisseurs qui prennent de l'eau, et puis après, on s'aperçoit qu'on avale dans les oasis, il n'y en a plus. Voilà, donc il y a des conflits entre plusieurs types d'agriculture. Et puis, je vois dans la région de Marrakech, il y a énormément de golf. Alors, il y a des surexploitations par l'agriculture, et les nappes sont quand même très surexploitées, hein. Il y a 5 milliards de mètres cubes de renouvellement des nappes, de recharge annuelle des nappes. Il y a 4 milliards et on en prélève 5 milliards. Donc chaque année, les nappes sont plus profondes, quoi. Le résultat, c'est qu'avec le temps, il n'y a que les riches qui vont exclure les petits. C'est ça le risque, hein. Et donc, là, ils sont en train de chercher des solutions. Ils ont essayé de faire des contrats de nappes. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas trop réussi. Mais ils vont essayer de coupler usine de dessalement et maîtrise de la surexploitation. Voilà. Je revenais sur l'agriculture de conservation. Je pense que dans ces pays-là, il y a un gros problème qui ne sont pas seulement les systèmes agricoles, mais les systèmes agro-silvopastoraux. Où il y a la grande pauvreté rurale, elle est pas dans les systèmes agricoles des plaines, elle est dans les montagnes, hein. C'est les petits éleveurs qui vivotent là. Et au Maroc, il y a un niveau de développement humain très bas. Quand vous regardez la pauvreté rurale, c'est pareil en Tunisie. La pauvreté rurale, elle est dans les collines, dans les arrière-pays, hein, voilà. Pas sur les côtes. Donc il y a un grand problème d'équilibre intérieur dans tous ces pays. C'est vrai pour toute l'Afrique, pas seulement l'Afrique du Nord, toute l'Afrique. Et là, l'eau, les sols des montagnes, enfin les sols pastoraux, silvopastoraux, sont très dégradés, extrêmement dégradés. Alors il y a des tas de raisons, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais j'ai des amis qui sont des grands hydrologues du Maroc qui disent qu'il n'y a pas de solution au problème du pays, notamment avec le réchauffement climatique, si on ne fait pas un scénario à double gain, amont-aval. Donc si on ne s'occupe pas du développement rural en amont, qu'on ne répond pas aux besoins des populations, et qu'on travaille avec les éleveurs, les communautés, quitte à leur donner des moyens financiers, pour arrêter de surpâturer. Voilà. Et ça peut, si on fait ça, si on restaure les sols des montagnes, donc il y a d'autres systèmes de conservation que l'agriculture de conservation des sols, hein. Si vous faites des demi-lunes, vous pouvez façonner le paysage des montagnes. Et dans ce cas-là, ce qui se fait d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, hein, il y a les ailes, tout ça, ça marche bien. Dans ce cas-là, vous allez refaire une hydrologie positive. Donc mes collègues marocains nous disent, si on fait ça, le Maroc peut énormément soulager les étiages, remettre de l'eau. Voilà. Et c'est un point, à mon avis, très important qui est jusqu'à présent très, très peu compris. Alors ça, c'est pas du tout encore compris politiquement, et c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais je pense que les solutions pour le Maroc, c'est l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, mais c'est aussi s'occuper sérieusement de ce qui se passe en amont des bassins versants, et qui jusqu'à présent était un peu abandonné à lui-même. On a investi des milliards dans les grands barrages, les grands périmètres irrigués,
Mais on a oublié que l'eau, elle venait des bassins versants et qu'il fallait s'occuper convenablement des bassins versants. Oui, je voulais juste vous rappeler. M. Benoît me rappelle que nous, peut-être, il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce que comme il y a eu la révolution depuis 10 ans, on n'a pas beaucoup de touristes. Donc ce qui fait que peut-être, donc on n'arrose pas les terrains de golf, les touristes qui viennent je sais pas moi, du nord, je sais pas, les Suédois, qui ne supportent pas nos chaleurs, ne prennent pas 20 douches par jour. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué, qui est une sorte d'accalmie, si vous voulez. Mais je sais qu'auparavant, bien sûr qu'il y a des problèmes. Et bien sûr, en Tunisie comme au Maroc, il y a deux pays. Il y a le pays des côtes et puis il y a le pays de l'intérieur. Et ces pays de l'intérieur ont souvent été oubliés. Et maintenant, ça devient une bombe à retardement. Hein. Il faut trouver absolument une solution. Et avec la diminution de l'eau, surtout l'augmentation. Parce qu'on parle de l'eau, mais on ne parle pas de température. Le problème, c'est aussi beaucoup la température. Parce que moi, quand je viens ici, par exemple, bien que moi, je suis bien arrosé, hein, je peux dire que parfois, je suis mieux que certains ici. Hein. Le problème, c'est que moi, jusqu'au mois de mars, quand on voit mes champs, je vais faire du 150. Hein. Mais après, au mois de mars, hein, ça s'arrête, et puis la température, et les plantes, wow. Donc la température joue beaucoup, peut-être autant que l'eau. Hein. Donc il faut, quand on parle de sécheresse, il faut parler peut-être de la sécheresse de l'eau, mais aussi des effets de l'augmentation de température et de l'évapotranspiration. C'est fou. Mais parfois, en plein été, vous voyez comme une sorte de... Ça bouge, quoi. Et c'est les plantes, là, qui sont en train de perdre leur eau. Hein. C'est phénoménal. Hein. Justement, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Lamouchi, c'est des chiffres. J'ai trouvé des chiffres en termes de perte d'eau, de millimètres d'eau, concernant un sol après moisson d'une céréale d'hiver. Un sol qui chauffe en été, et ça on oublie de le dire en France, on ne l'a pas assez présent à l'esprit, un sol qui chauffe perd de l'eau. Et les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près entre 25 et 30 mm en une semaine. Alors 25-30 mm, peut-être que ça ne parle pas à grand monde, mais 25-30 mm, même 25 mm, c'est le potentiel d'élaboration d'une tonne de matière sèche à l'hectare, toutes espèces végétales confondues. Les espèces végétales, quand elles poussent, elles consomment de l'eau, ça se mesure en millimètres. Toutes espèces végétales confondues, une grosse moyenne, c'est 25 mm d'eau nécessaire pour élaborer une tonne de matière sèche. Donc c'est du carbone, si on perd cette eau, c'est un potentiel de production de carbone, de biomasse, donc de carbone, de fixation de carbone en moins, parce qu'on pourrait faire en sorte que cette biomasse serve à refaire le stock d'humus du sol. Et également une autre remarque, là c'était pour revenir sur ce que vous disiez, Guillaume, concernant la possibilité de restaurer des sols de montagne, de terrains accidentés. Et je pensais ce qui s'est fait en tout cas en Éthiopie. La construction, et c'est même vous vous m'aviez indiqué ces travaux-là, et j'ai trouvé les résultats complètement extraordinaires, quoi. Je peux en dire un mot parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est une région au nord de l'Éthiopie qui s'appelle le Tigray, qui malheureusement, on en parle en ce moment parce qu'il y a des guerres là entre. Mais c'était la région de loin la plus pauvre d'Éthiopie, pauvreté double, et qui était avec une dégradation de l'écosystème majeure. Et donc les communautés rurales, à un moment, elles ont dit soit on s'en va, soit on se prend la main, on se mobilise pour essayer d'améliorer les choses. Et ils se sont mobilisés. Ça a commencé petit, mais au total, en 15 années, c'est 1 million d'hectares qui a été reverdi. Ils ont transporté, je crois, plus de 20 millions de mètres cubes de pierres et de terre pour faire des terrasses de culture, des retenues collinaires, protéger les arbres, etc. Donc maîtriser aussi l'élevage. Et les nappes qui étaient en piémont, en aval, qui étaient à moins 30 mètres, à 30 mètres de la surface, sont remontées à 27 mètres. Elles ne sont plus qu'à 3 mètres de la surface, donc elles sont remontées de 27 mètres. L'irrigation a été considérablement augmentée grâce à ça. Ils sont passés, ils n'avaient que 40 hectares, c'était presque rien, à 40 000 hectares.
Et l'ensemble, et les scientifiques qui ont étudié un peu la question affirment aujourd'hui que jamais cette région, le Tigray, n'a été aussi verte depuis plusieurs siècles qu'aujourd'hui. Et la pauvreté en 15-20 ans a été réduite de moitié. Donc vous voyez l'importance de raisonner l'eau dans le grand cycle de l'eau et d'intégrer les sols et les paysages, la gestion des paysages, dans le raisonnement de la gestion des bassins versants. Voilà, ça c'est une histoire magnifique, mais ça montre que tout ce qui permet... Il n'y a pas que l'agriculture de conservation des sols au sens où on l'entend ici. Tout ce qui permet de conserver les sols et l'eau et de l'infiltrer mieux est extrêmement important pour l'avenir de la planète. Oui. Tout ça, ça me fait penser quand même à quelques éléments, parce que M. Benoît mentionnait la COP 21 puis la COP 22. Bon, je voulais rappeler à ceux d'entre nous de la PAD qui ne le savaient pas, c'est qu'à la COP 22, on était quand même assez présents dans le cadre du 4 pour 1000, et puis que bon, on est quand même parmi les fondateurs aussi de ce truc-là. Et on avait donc fait notamment une conférence avec en particulier des gens de notre réseau international, et comme c'était au Maroc, il y avait aussi présence de quelqu'un que Salah connaît très bien, qui est Aziz El Abidine, de l'association marocaine d'agriculture de conservation, qui est lui-même aussi intervenu à Bonn, qui est intervenu, enfin voilà, avec nous. Donc, donc ce que je voudrais souligner, c'est que, il me semble, il y a en parallèle, il y a deux choses qui se passent. Il y a, disons, les institutionnels, les chercheurs qui se fréquentent très bien au niveau international. Et puis, il y a un réseau ou des réseaux d'agriculteurs qui font d'eux-mêmes, qui se fréquentent entre eux. Par contre, les deux, ils ont beaucoup de mal à se connecter. Déjà en France, mais aussi là-bas. Hein, les problèmes institutionnels, notamment au Maroc, l'histoire de l'OCP, l'histoire de l'INRA, enfin bon, c'est des histoires à eux, mais enfin... Bon, et nous, en France, nous tirons, la PAD, souvent des enseignements très intéressants de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit chez Salah ou au Maroc, c'est un peu... Voilà, notamment, par exemple, sur les questions techniques. La question d'utiliser des légumineuses en plantes pérennes sous couvert, c'est quelque chose qui a été élaboré dans le cadre d'un programme méditerranéen qui a existé, que vous connaissez très bien, mais nous, on le connaît un peu moins, où il y avait aussi des Français. Bon, et tout ça, ça souligne l'intérêt. Alors, sur le plan technique, mais également sur le plan des questions politiques publiques et des concepts, et notamment, nous, en France, qu'on fasse très attention à bénéficier de leur avance sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire la question de l'eau, la question de la sécheresse, la question des températures. Donc il va bien falloir qu'on s'occupe, nous aussi en Europe, et ça avance effectivement de façon importante chez nous. Et un point très important selon moi, c'est la question de la gouvernance et de qui peut décider où le faire. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a quelques avantages. Il y a moins de, j'allais dire, donneurs de leçons écologistes de salon parisiens qui viennent expliquer aux agriculteurs comment travailler. Ils sont un peu moins présents et un peu moins actifs, probablement parce que les besoins existentiels restent plus importants. Bon, mais chez nous, on a besoin, notamment la question des fameuses retenues, pour ne pas employer le mot qui fâche, d'eau. C'est un point tout à fait indispensable auquel il faut qu'on s'occupe. Hein. On ne peut pas, sans eau, on ne peut pas faire de l'agriculture, même si c'est de l'agriculture de conservation. Donc voilà, on a beaucoup de choses à prendre et à capter et à apprendre. Et le truc, juste, ce que je retiens, c'est le lien, le système, également humain. Et on a vraiment intérêt à coopérer au maximum entre nous. En tout cas, ça me semble des enseignements de la journée d'aujourd'hui et c'est extrêmement intéressant d'entendre tout ça. Ça arrive un peu sur... J'aimerais bien avoir des suites aussi d'ailleurs et puis voir comment on peut le faire de façon opérationnelle. Ça arrive sur ce que je voulais conclure un petit peu, c'est que c'est plutôt rassurant ce que vous nous avez dit sur l'intérêt qu'a l'agriculture de conservation des sols plutôt dans le bassin méditerranéen. Après, ce qui est un petit peu moins rassurant, c'est qu'on arrive quand même en France, même au nord de la Loire, dans des situations qui se rapprochent grandement de ce que vous vivez chez vous. Donc c'est qu'il est un petit peu temps de se prendre en main et de mettre en place plus efficacement peut-être des choses pour justement éviter des problématiques de conflits sur la ressource en eau qu'on pourrait avoir bientôt et qu'on a déjà un petit peu malheureusement. Juste une question. Moi, je suis étonné, je ne vois pas assez de légumineuses chez vous. Je ne vois pas assez de légumineuses. Nous, par exemple, parce que comme il pleut beaucoup, par exemple... fin automne, début hiver, on essaye de faire des associations avec des légumineuses. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, les colzas, on les fait avec des févroles. Mais ici, vous faites des associations bizarres, je sais.
je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes plus riche que nous en eau, mais il n'y a pas assez de légumineuses. Et je voudrais comprendre pourquoi. Je vois qu'on a une question par Internet. Alicia? Oui, mais du coup, ça n'a pas de rapport avec ce que vient de dire juste avant Monsieur Lamouchi. Donc du coup, c'était pour revenir sur la question des réserves collinaires. Donc a priori, il y aurait une question sur le fait qu'elles ne sont remplies qu'à 30% aujourd'hui, et la personne se demandait sur Internet si c'était envisageable de les remplir avec de l'eau de mer, donc en tout cas pour celles qui sont proches. Écoutez, hein, pourquoi ne pas les remplir pour celles qui sont proches de la mer durant l'hiver avec de l'eau salée? Il ne faut pas que la salinité soit... Non, mais c'est... Il a fumé le tapis, celui-là. Excusez-moi. Parce que mettre de l'eau, mais c'est... Mettre de l'eau salée, c'est pas ça va pas, ça. Parce que 60% d'eau salée dans 70% d'eau salée dans 30% d'eau de mer, je pense que ça gâche juste les 30% d'eau. Je pense qu'il parlait peut-être du fait de dessaler l'eau, je ne sais pas. Je peux donner un chiffre peut-être, parce que 30% c'est à un moment donné, mais c'est extrêmement variable, comme vous disiez, hein, les pluies d'une année à l'autre. Voilà. Parce que si je prends le bassin de l'Oumerbia au Maroc, la capacité de stockage sur le bassin, c'est 200% de l'écoulement annuel moyen. 200%. C'est-à-dire que le Maroc, c'est tellement précieux pour l'eau qu'ils veulent que l'année où il pleut énormément, le barrage puisse être plein et ne pas perdre d'eau. Voilà. Et j'ai vu, moi, des barrages qui ont été construits 25 ans plus tôt et qui, pour la première fois, étaient pleins. Et ça, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà. Donc, voilà. Et en France, on est à 3-4%. Hein, et en Espagne, sur le bassin de l'Abre, on est à 50%. Et puisque je parle de chiffres, j'en profite. Je veux dire que 2%, je pense que c'est 2% d'agriculture de conservation, je pense que c'était pas assez. J'ai posé la question à Frédéric Thomas, qui est quand même un bon observateur. Lui, il considère qu'il y a 10%. Alors peut-être qu'il dit trop, mais il dit avec la vente, en regardant la vente des semoirs, il arrive au chiffre, il pense qu'il y a 10%. Peut-être que c'est trop, peut-être 5-7%, mais c'est pas 2%. Mais le fait qu'on ne connaisse pas vraiment le chiffre, c'est un problème. Ça prouve quand même que la France n'a pas encore donné l'importance qu'il convient, parce que quand on considère quelque chose d'important, on le mesure. Et là, il y a un problème de mesure. Je vois, c'est dans la base de données mondiale Aquesta de la FAO, c'est une des statistiques qu'on demande aux pays. Il y a pas mal de pays qui... Mais nous, on n'en a pas encore. Donc là, il y a un petit problème en France. Je fais juste une remarque à propos de l'eau et l'ACS. Quand on lit les rapports, dont le vôtre, parce que je l'ai lu, on a même participé à l'audition, vous étiez venu en Vendée auditionner la PAD, rien sur l'ACS, je vous le dis, rien sur l'implication des agriculteurs pour justement mettre en place l'agriculture de conservation. J'ai lu d'autres rapports Nord-France sur la lutte contre l'érosion, rien sur la gestion de sol. Allez, en gros, 20 mots sur un rapport de 100 pages. Comment voulez-vous que ces solutions-là émergent quand c'est noyé dans une masse de solutions utiles, attention, je ne dis pas que ce n'est pas utile tout ce qu'a écrit, c'est pas ça. Et la remarque de M. Rousselet qui dit qu'on n'autorisera la réserve que si on va vers l'agroécologie. Mais quelle version de l'agroécologie? Quelle version? Parce que nous, ça fait 3 fois qu'on essaye de déposer un appel à projet, enfin de répondre à un appel à projet de la Nouvelle-Aquitaine. 3 fois on est boulé, dont la dernière fois, notre animatrice s'est vue entendre par un animateur: quelle est votre position sur le glyphosate? Alors que ce n'était pas le sujet. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, l'ACS soit reconnue comme une vraie solution. Alors on était heureux d'avoir enfin un ministre agricole de Normandie dire que c'est une développement TS. Depuis, ça s'essouffle. Vous voyez, il y a des intentions, puis maintenant il faut des actes, il faut relier tout ça, il faut vraiment qu'on parte des agriculteurs pour que ça aboutisse à quelque chose qui fasse sens. Voilà, on est confronté toujours à ça, cette ambiguïté entre l'agroécologie et le reste. Merci. Et on va. Peut-être que je peux dire juste un petit mot. On finira là-dessus parce que parce que c'est important. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit.
Je regrette ce serait bien qu'il y ait un rapport du Conseil général de l'écologie et de l'agriculture, les deux ensemble, sur l'agriculture de conservation des sols, seulement là-dessus, pour en montrer les enjeux et faire des recommandations politiques au gouvernement français, aux deux ministres. Ce serait bien, ça. Je pense que c'est... Et puis je pense aussi que dans le groupe là, qu'on anime au Partenariat français pour l'eau, donc je plaide pour que la PAD en devienne membre du PFE, on va devoir préciser qu'est-ce que c'est l'agroécologie. Et je réfère à l'article 2.4, à la cible 2.4 des objectifs de développement durable. Quelles sont les agricultures qui permettent de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, plus productif, plus résilient à la sécheresse et à l'inondation, qui améliore les sols et qui stocke du carbone, et qui préserve la biodiversité. Bon, voilà. La journée d'aujourd'hui a bien montré que la CS fait partie de ces solutions. Hein. Donc je crois que ce serait bien d'aller dans cette direction. Merci. Merci Guillaume et merci Salah pour votre intervention. Oui, je voulais juste, François Amandin, je voulais juste rappeler une petite chose qu'on n'a peut-être pas dit au début, qui me semble important, notamment au regard de ce qui vient d'être dit sur le bassin méditerranéen, toutes les questions internationales, et la question fondamentale, comment ça se fait que l'agriculture de conservation des sols, si elle rase gratis, comment ça se fait que ça ne se développe pas? Parce que quand même, on pourrait nous reprocher cette question-là. Deux choses. Aujourd'hui, oui, les grands principes de l'agriculture de conservation des sols sont validés. C'est ce qu'on entend, les grands principes. Mais par contre, la définition claire du terme et des mots utilisés pour pouvoir justement faire connaître, calculer, compter, n'est pas claire. On voit poindre plein de définitions. L'agroécologie, qui est un concept pour les chercheurs fantastique, n'est pas un système de production. L'agriculture biologique, c'est clair. Il y a un cadre, c'est clair. L'agriculture régénérative, c'est fantastique. C'est un concept fantastique. En tant que concept, regardez, c'est fantastique. Ça reprend des grands principes qu'on porte. Et donc, on milite, nous, au sein de la PAD, depuis le début. On nous l'a reproché. On milite pour être clair. Et quand on est clair, c'est pas pour éliminer d'autres systèmes, mais c'est pour être clair sur la définition du système qu'on porte. Et l'agriculture de conservation des sols, toujours, depuis 25 ans que la PAD existe, c'est toujours appuyé sur ces trois grands principes qui ont été rappelés ce matin. La perturbation minimale du sol, le couvert permanent des sols et la diversité des espèces. Et je rappelle que c'est parce que demain, on mettra au cœur ces trois notions dans le cadre de l'agriculture de conservation des sols qu'on aura les résultats. Mais ce que je vois autour de nous, auprès des politiques, des décideurs, c'est que tout le monde reconnaît les trois grands principes comme étant porteurs de l'avenir, mais personne veut citer agriculture de conservation des sols. Pour une raison, une seule raison. Ça oblige à utiliser tous les outils qui sont au service du résultat technique, économique et environnemental. Et donc, l'usage des intrants. La question, elle est uniquement là. L'agriculture de conservation des sols, dans sa définition, se place exactement en mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, dans l'esprit des gens. Et donc, aucun, je le dis comme je le pense, je pense qu'aucun de ces acteurs-là, de ces deux types d'agriculture, n'ont envie que l'agriculture de conservation des sols existe en tant que système de production porteur d'une dynamique technique de territoire, d'un développement chez les agriculteurs. Ça, c'est un point très important. Mais en même temps, je suis très optimiste parce que, comme ces trois grands principes ont été reconnus, nous sommes tous, agriculteurs de nos réseaux, persuadés qu'à terme, la réalité dans nos fermes, on l'a vu dans les exemples, on va le revoir sur le carbone, cette réalité-là s'impose à tout le monde. Je le redis, la réalité dans les fermes, la réalité dans les parcelles, sur l'impact environnemental, la capacité de production, le résultat, va s'imposer. C'est pour ça que je suis très confiant, et je pense que les agriculteurs de nos réseaux sont confiants, et qu'il faut, malgré cette difficulté de
toujours chercher à rééclaircir les messages et à les rendre clairs. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, on ne l'a peut-être pas assez dit ce matin, on est aujourd'hui dans notre conférence sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, du ministre de l'Agriculture. Il n'a pas pu être présent, mais il a souhaité soutenir notre action. Alors, oui, d'un côté, j'ai tendance à dire « Ah, ça pourrait être mieux », mais d'un autre côté, je veux quand même envoyer un message qui est extrêmement positif, qui est de dire on est au cœur, l'ACS, l'agriculture de conservation des sols, est au cœur de cette agriculture d'avenir durable. Je crois que c'est ça qu'on a voulu aussi démontrer aujourd'hui. On va continuer avec le sujet du carbone maintenant. Merci François.